Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau club HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, de l'IDE. Ce soir, dans le cadre de ce club, nous allons nous poser la question suivante. Comment intégrer une politique HSE dans vos projets immobiliers? Que ce soit en termes d'aménagement, de travaux ou de réhabilitation, la partie HSE est de plus en plus prégnante dans notre réflexion en tant que DET ou en tant que partenaire des DET. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'être accompagné par 3 autres membres du club. Je vais vous donner la parole afin que vous puissiez chacun et chacune vous présenter. Manon, je te donne la parole. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous en cette fin de journée. Manon Chabot, je suis responsable des services généraux chez Arcus. Arcus qui est une entreprise donc, qui conçoit des véhicules blindés. Et donc je gère la partie services généraux, exploitation, services aux occupants sur les sites d'Île-de-France. Sébastien, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, Sébastien Emery, responsable sûreté sécurité au sein de la direction immobilière et des services généraux pour le groupe Egis, en charge de l'exploitation des bâtiments en France. Marjorie. Bonsoir à tous, Marjorie Dumont-Crisolago. Donc moi, je suis présidente du cabinet Preventec Consulting qui accompagne depuis 21 ans les clients, donc directeur des conditions de travail, services généraux et autres, dans l'amélioration des conditions de travail, donc l'amélioration des bâtiments pour les occupants. Je te redonne le micro, Julien. Merci. En point à part, je suis Julien Fouché, je suis le directeur immobilier et environnement de travail pour Hubcop. Hubcop, qui est une coopérative qui émet des solutions économiques à caractère social et territorial, comme le chèque déjeuner ou les chèques cadeaux. Alors, nous avons, nous, notre partie, une partie production et une partie bureau. Et chacun de nous, dans chaque membre, a une spécificité, une spécialité, ce qui va nous permettre d'apporter un éclairage propre et complémentaire pour répondre au mieux à la question qui nous était posée. Quand on parle HSE et projet immobilier, il faut déjà réfléchir au contexte. À l'heure où on vous parle, la HSE n'est plus une obligation. Elle a une histoire, mais elle est rentrée dans notre quotidien, plus ou moins fort en fonction de l'entreprise. Mais la HSE, c'est ni une obligation, ni une contrainte désormais. Elle a évolué. Elle a évolué pour répondre à des enjeux qui relèvent de l'employeur désormais, comme la santé des salariés, comme l'environnement au sens large, au sens écologique également, en termes de performance durable principalement, et également, elle rentre dans le cadre, pourquoi pas, de votre politique RSE. En parallèle, au-delà du contexte, concrètement, la partie HSE a différents objectifs. Pour notre part, nous allons nous concentrer sur l'objectif HSE qui est donné dans le cadre des projets immobiliers. Et nous allons parler de la méthode et des leviers que vous pouvez utiliser également dans vos propres projets. Car en effet, plus la HSE est intégrée en amont, plus elle a de la place et plus elle répond à la fois aux obligations légales et aux contraintes budgétaires qu'on connaît tous. C'est en ça que intégrer la démarche HSE dans les projets immobiliers, c'est prendre du temps pour en gagner plus tard, comme on dit. Toutefois, on ne va pas parler projet immobilier. On va parler uniquement de la HSE dans les projets immobiliers. Pour cela, il y a déjà une question sur pourquoi intégrer la politique HSE en amont. J'y ai répondu, mais je laisse Marjorie compléter et apporter toutes les précisions utiles. Marjorie. Alors, pourquoi intégrer une politique HSE en amont? Ça a plusieurs impacts. C'est effectivement, comme le disait Julien, c'est extrêmement important d'anticiper donc, et d'avoir toutes les parties prenantes dans le cadre du projet. Ça peut, effectivement, en intégrant la partie HSE, donc tout ce qui est sécurité au travail, ergonomie, éventuellement risques psychosociaux et autres, avoir un impact sur la qualité de vie des collaborateurs, sur l'absentéisme, l'image. Donc, il y a effectivement un impact au niveau de l'image, mais aussi, une fois qu'il vaut mieux travailler en amont
de la construction, du réaménagement des locaux, parce qu'une fois qu'on est dans les locaux, si on n'a pas anticipé toutes ces questions avant, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué ensuite de pouvoir faire des changements dans des locaux, des changements d'aménagement, des changements de matériel, de meubles, etc. Et donc, il est important de pouvoir, en amont, prendre en compte donc, toutes ces questions, d'avoir en sus de son équipe projet un ergonome dans la poche, de pouvoir faire intervenir les collaborateurs et les participer aux nouveaux projets donc, de rénovation ou de déménagement, ce qui permet effectivement aux collaborateurs de s'approprier les nouveaux locaux, d'y être bien, d'avoir envie de revenir sur toute la question en ce moment depuis plusieurs mois, c'est le problème du télétravail, on essaye de faire revenir les collaborateurs sur site. Donc c'est effectivement une question primordiale aujourd'hui de faire vivre ces locaux et qu'ils soient effectivement aux normes et agréables à vivre. Et donc, hormis cela, il y a aussi plusieurs choses qui sont importantes. Si on n'intègre pas l'HSE, c'est effectivement des surcoûts. Alors, ça peut être des surcoûts par rapport à des changements de locaux, à l'intérieur donc de matériel, de mobilier. Ça peut être des surcoûts en termes d'accidents et travail et maladies professionnelles, parce que si on conçoit mal les locaux, derrière, on peut avoir des collaborateurs qui ont effectivement qui développent des TMS ou ce genre de choses. Ça peut être des conflits si les locaux sont mal aménagés, que les services sont mal organisés au sein de l'espace. Et la non-conformité, bien évidemment, des locaux par rapport à toutes les normes qui sont obligatoires en termes d'HSE, de RSE, etc. Et puis, la clé de voûte, comme on l'a vu effectivement au sein du club, c'est les décideurs. Et d'essayer d'avoir des sponsors, donc ça on verra effectivement dans la présentation, mais d'avoir des sponsors dans le projet le plus haut possible, le plus haut placé possible, pour pouvoir avoir les moyens de mettre en œuvre et pas faire simplement des bouts de projet, mais de voir son projet dans sa globalité afin d'éviter tous les problèmes par ailleurs. Marjorie, je me permets juste une précision par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, auprès des personnes présentes, il ne faut pas hésiter à poser la question, si vous en avez, par le chat. Et par rapport à ce que tu viens de dire, dans engager les décideurs, est-ce que c'est aussi les sensibiliser peut-être aussi sur l'engagement pénal, leur responsabilité pénale, je pense. C'est un intérêt aussi là-dessus en amont, non? Oui, tout à fait. Il y a l'engagement pénal des décideurs, parce que si on ne respecte pas les obligations légales, d'ailleurs, ça peut avoir effectivement des conséquences assez importantes. Et puis, au-delà de ça, c'est effectivement après, on parle beaucoup de QVCT aujourd'hui, de télétravail, etc., de pouvoir avoir des locaux qui donnent envie d'y aller. D'accord. Toujours sur, excuse-moi, je me permets pour précision, parce que j'ai eu le cas de figure, par exemple, engager les décideurs. Est-ce que, on en parlera sûrement après, est-ce qu'il y a aussi l'engagement des décideurs dans la puissance, dans l'importance à donner de la politique HSE dans le projet immobilier? Est-ce que c'est eux qui peuvent donner le là, par exemple? Ils peuvent donner le là déjà au niveau budgétaire, parce qu'un projet immobilier, quand tu déménages ou quand tu réhabilites des locaux, c'est un certain coût. Mais si tu ne prends pas en compte l'ensemble de toutes les variables, et si tu fais juste un bout de projet, malheureusement, effectivement, ça peut coûter beaucoup plus cher en bout de chaîne. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé il y a une dizaine d'années dans un très gros groupe de presse. Ils venaient de déménager, ils étaient sur 4 sites, ils ont déménagé sur un seul site. Ils ont pris un des plus grands architectes et puis derrière, ils ont fait leur document unique d'évaluation des risques. Donc, ils nous ont fait intervenir. Nos ingénieurs sécurité ont fait un audit de fond en comble des locaux et derrière, il y avait plus d'une centaine d'actions à mener. Et le DRH et le directeur des services généraux nous ont dit on ne comprend pas, on est passé par les plus grands architectes, comment ça se fait qu'on ait plus d'une centaine d'actions à mener, etc. Et donc, les architectes, alors je ne dis pas qu'ils sont parfois pas bien accompagnés, mais en l'occurrence, là, ils n'avaient pas pris en compte effectivement un certain nombre de choses dans les locaux. Ils avaient fait du beau, mais pas forcément du pratique. Et nous, notre job, c'est effectivement de faire des groupes de travail, de pouvoir faire remonter les attentes et les besoins des collaborateurs, de créer les espaces en fonction de ça,
de pouvoir, je pense à des supports d'extincteurs magnifiques en fer forgé qui avaient été créés, mais on ne pouvait pas sortir les extincteurs en cas de départ de feu. Donc, c'est plein de choses en sécurité qu'il faut effectivement d'avoir tous les BAES, etc. Et même si c'est du beau, il faut intégrer tous ces éléments de sécurité qui ne sont pas toujours très beaux, mais qui sont vitaux en cas de problème, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, effectivement, il faut respecter les obligations légales. Le document unique est un très bon outil pour ce faire, mais il y en a d'autres, effectivement. Et donc, c'est pas qu'une question d'argent, mais plus on y mettra de moyens aussi, et plus on connaîtra nos obligations, et plus derrière, on pourra faire un projet respectant les différentes étapes, et puis le faire dans les règles de l'art, avec tous les sponsors qui vont bien à tous les niveaux. Ce que je comprends également dans ce que tu dis, en fait, c'est qu'avec cette démarche, quelque part, les problématiques qui auraient pu être soulevées par des instances extérieures ou qui auraient pu amener aussi des sinistres, ont pu être identifiées dès l'amont et ça a pu être corrigé rapidement. Tout à fait. Ça, si on fait venir un ingénieur sécurité avant, un ergonome, donc des gens qui ont l'habitude des aménagements de locaux et qui connaissent ces obligations légales, ça permet d'anticiper certains risques qu'on peut rencontrer après. Donc, soit effectivement avoir plus de priorités, plus de risques dans son document unique et plus de travail derrière, des problèmes d'accidents et travail et maladies professionnelles avec des déclenchements de TMS si le mobilier n'est pas effectivement ne respecte pas les règles de l'art, et puis aussi les différents espaces, les différents métiers qui cohabitent ensemble. Tout ça, il y a toute une cohérence globale à réfléchir en amont et pas simplement quand on rentre dans les locaux. De tout ça, c'est à réfléchir et c'est ce qu'on va effectivement voir dans le webinaire. Parfait. Merci. Les différentes étapes. Donc, les acteurs clés de la gouvernance, on a déjà, j'ai un peu spolié donc cette slide, mais effectivement, ce n'est pas une personne qui doit effectivement mener son projet. C'est un ensemble de personnes au sein de l'entreprise. Ce n'est pas que le DAIT en interne qui doit gérer ce projet. Il faut que la communication soit associée, il faut que la sécurité soit associée, les services généraux. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise, mais il faut qu'on ait effectivement les élus aussi qui soient intégrés, parce que si derrière, ils ne sont pas d'accord avec les aménagements, on peut avoir des expertises, on peut se lancer dans une bataille incroyable, et Dieu sait que depuis 22 ans, je côtoie les élus au quotidien. L'informatique, forcément, parce que les réseaux informatiques, tout ce qui est télécom, etc., c'est essentiel aujourd'hui dans la vie de l'entreprise. Respecter les RGPD, tout ce qui est effectivement les responsables qualité ou RSE en interne. Et puis, de pouvoir avoir effectivement en sponsor principal la direction qui approuve le projet, qui approuve l'enveloppe budgétaire et qu'on puisse créer des comités avec l'ensemble de ces parties prenantes. Donc, la nécessité d'une gouvernance transverse pour faire adhérer donc, tous les postes clés au projet. Organiser des dates, c'est très important quand on démarre le projet de se faire un calendrier avec les différentes étapes, avec l'ensemble des sponsors et des personnes autour de la table pour pouvoir avancer step by step et valider step by step l'ensemble de toutes les actions et de tout ce qui doit être mis en place dans le cadre du projet pour pouvoir avancer, valider et puis ensuite passer à une autre étape. Donc, toutes les étapes qu'on va voir sont effectivement essentielles et importantes dans le cadre du projet. Il y en a de plus en plus parce qu'avec la RSE en plus, il y a encore plus d'acteurs qu'avant et encore plus de choses effectivement à vérifier. Mais c'est important effectivement que l'ensemble de tous ces métiers soient réunis autour de la table et qu'il y ait un vrai planning, une vraie projection et donner aussi de la visibilité aux collaborateurs. Donc, la communication aussi doit être associée parce qu'il doit y avoir une communication tout au long du projet pour expliquer les différentes phases, les différentes étapes, ce qui va se passer dans leurs futurs locaux ou dans les locaux, parce que parfois, il y a des réaménagements dans les locaux actuels. Donc, il faut cohabiter avec les travaux et les déménagements. Ce n'est pas toujours simple. Et donc, du coup, de pouvoir effectivement avancer donc, avec les différentes parties prenantes. Ensuite, l'idée, c'est effectivement d'organiser des échantillons de collaborateurs par service pour pouvoir connaître quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes par rapport aux nouveaux locaux. Est-ce que tu as besoin de travailler pendant 8 heures sur ton ordinateur et d'avoir de l'intimité et de ne pas être dérangé ?
Est-ce que tu as besoin de sauter d'une salle à une autre pour pouvoir travailler avec différentes parties prenantes et de pouvoir te réunir avec d'autres collaborateurs? À côté de quel métier il faudrait que tu sois pour pouvoir travailler de façon cohérente? Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et donc, ça permet, lors de ces groupes de travail, donc par échantillon, par service, de comprendre les réels besoins au quotidien des collaborateurs. Et puis, avec le télétravail, de voir ce qu'on fait à la maison ou dans des tiers-lieux, qu'est-ce qu'on fait au bureau, quelles sont les tâches qui sont faites selon les jours où on est là ou pas là, ou ailleurs. Et donc, de pouvoir s'organiser, organiser son travail et que les locaux soient disponibles pour ça. Est-ce que je vais en bureau pour créer des réunions, pour faire du sport avec mes collègues, ou faire des cours de chant ou planter un potager, ou est-ce que c'est pour être studio et me concentrer parce qu'à la maison, je n'arrive pas à me concentrer parce que je n'ai pas le matériel adéquat et je suis mal installée. Donc, de bien comprendre effectivement métier par métier les différentes tâches et de pouvoir organiser les futurs locaux et qui correspondent aux attentes des collaborateurs. Et plus on les fera participer et plus on arrivera à les faire revenir au bureau aussi. Donc ça, c'est très important. À l'heure où on renégocie les accords télétravail et qui sont remis en cause dans certaines entreprises, c'est important d'attirer donc les collaborateurs et donc d'être au plus proche de leurs attentes. Dans le projet, donc, on a déterminé 5 temps d'un projet immobilier HSE. Donc, il y a la phase de cadrage avec la prise en compte des enjeux QVT. J'irais même QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Donc, ça prend en compte tout ce qui est sécurité, ergonomie, risques psychosociaux, etc., pour éviter tout ce que je vous ai dit donc, au préalable. Donc, bien cadrer toute cette partie-là et voir quelle est la stratégie de l'entreprise sur la QVCT? Est-ce qu'on a un dirigeant qui est à fond QVCT ou est-ce qu'il veut juste quelque chose de réglementaire? Donc, tout ça, ça va prendre en compte dans la phase de cadrage et ça va impulser le projet et puis tout le déroulé du projet aussi. La conception, bien réfléchir à la conception en amont et faire des plans 2D, 3D et de pouvoir aussi tester du matériel, tester un certain nombre de choses avec des fournisseurs pour que le matériel soit adéquat en fonction des besoins des collaborateurs. Donc, on peut organiser des showrooms et faire des tests avec les différents collaborateurs. Donc, l'intégration de l'ergonomie, les flux, lumière, le confort, tout ça, c'est de l'ergonomie au travail. Donc, des ergonomes peuvent être associés et doivent être associés effectivement au projet. Alors, dans le public, c'est obligatoire depuis un certain nombre d'années. Dans le privé, ce n'est pas obligatoire, mais de plus en plus, les architectes font appel à des gens comme nous, à nos ergonomes, qui effectivement les accompagnent sur le projet de A à Z. On travaille sur plan. Ensuite, on travaille dans les locaux qui sont existants, s'ils sont déjà existants. S'ils ne sont pas encore existants, on travaille sur plan. Et ensuite, on accompagne le projet donc, jusqu'à la finalisation, jusqu'à la dernière étape. Et donc, on avance step by step avec l'équipe projet. La réalisation chantier, donc on s'assure toute la partie sécurité au travail, donc le document unique, les plans de prévention de coactivité, donc la coactivité avec les différents fournisseurs qui vont effectivement intégrer les locaux, que ce soit les hôtesses d'accueil, que ce soit les femmes de ménage, que ce soit un certain nombre de métiers, des agents de sécurité, etc. Et donc les risques temporaires donc, par rapport au chantier. Donc s'assurer que tout ça est bien cloisonné et bien géré et qu'on a bien pris en compte les différentes parties prenantes. Et toute la partie exploitation et aménagement, donc les déclarations à faire, la formation, la signalétique, les procédures, parce que lancer un projet d'aménagement ou de réaménagement, il y a effectivement un certain nombre de contraintes réglementaires à respecter et donc qu'on ne soit pas freiné dans notre projet du jour au lendemain parce qu'on n'a pas fait les bonnes déclarations administratives. Donc ça, c'est effectivement important et de pouvoir embarquer les collaborateurs, leur créer des guides d'accueil et puis leur expliquer les différentes étapes du projet et puis former les personnes qui vont accompagner le projet sur le projet et les différentes étapes. Si je peux me permettre, je reviens sur la phase de cadrage pour bien comprendre. En fait, il y a un pourcentage du budget qui doit être affecté précisément à cette mission de HSE, soit par le biais d'un conseil, soit par le biais d'intervenants. Moi, par expérience, le chiffre va peut-être surprendre, mais je suis entre 3 et 5% de mon projet global affecté à ce montant-là. Est-ce que ça te semble cohérent? Est-ce qu'il y a un pourcentage qui est, par expérience, on peut considérer que c'est le temps du budget projet ou ça dépend? Alors,
Nous, on n'évalue pas en termes de pourcentage parce que ça dépend vraiment. On a tellement d'organisations différentes entre le public, le privé, petite, moyenne, grosse structure. Donc, c'est plutôt connaître la maturité de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont l'habitude de ce genre de choses et donc ça roule beaucoup plus facilement. Et puis, il y en a d'autres qui n'en ont jamais fait, qui ne connaissent pas les us et coutumes. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il faudra faire beaucoup plus de réunions, beaucoup plus de cadrage, beaucoup plus de communication pour embarquer les collaborateurs. Il y a des entreprises qui déménagent assez régulièrement. Donc, les collaborateurs ont l'habitude de cet accompagnement au changement. Donc, il y aura moins d'accompagnement des collaborateurs. Donc, c'est vraiment à géométrie variable en fonction de l'organisation publique-privée et puis effectivement de la maturité de l'équipe projet sur le sujet. Ils sont déjà matures et qu'ils ont l'habitude de faire ce type de projet, ça sera quand même beaucoup plus simple qu'une équipe qui n'a pas l'habitude, où il va falloir former et informer sur toutes les étapes et leur tenir la main du début jusqu'à la fin. Oui, donc ce que je retiens quand même, c'est qu'en phase de cadrage, cette politique HSE, ce que je retiens également, c'est qu'on ne peut pas établir un budget type, on ne peut pas dire un pourcentage, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Et toutefois, sur la partie cadrage, on a la qualité, on a le coût et le délai, mais par contre, cette phase-là, il faut vraiment l'intégrer dans le planning délai dans le cadre du projet. Ça, oui, c'est obligatoire. Mais ça, c'est pas au début ou à la fin du projet, c'est tout le long du projet. En fait. C'est comme la communication, et voilà, comment embarquer les collaborateurs à la communication du projet et les embarquer en leur précisant étape par étape où est-ce qu'on en est, et puis faire des rex aussi, et puis leur donner de la visibilité sur le projet. C'est comme un projet immobilier, c'est comme tout projet de l'entreprise, hein, finalement. Oui. Il faut communiquer. Donc, ça évite les RPS, les risques psychosociaux. Et puis, si c'est un projet de déménagement, il y a aussi une grosse montée des risques psychosociaux parce que l'entreprise ne va plus être à 20 minutes de chez moi, mais va être à 40 minutes ou va être moins facile d'accès en transport. Donc, déjà, il va y avoir pas mal de problèmes. Effectivement, pas mal de craintes, de stress, etc. Donc, plus on va communiquer, plus on va mettre à disposition un certain nombre de choses et plus ça sera facile à accepter pour les collaborateurs. L'accompagnement au changement et l'accompagnement sur les projets, c'est extrêmement important, effectivement, dans ce type de projet. Merci. Et dans la consultation des fournisseurs, promis, c'est ma dernière question sur cette slide. Pour la consultation des fournisseurs, je vois le cahier des charges HSE. Mais tu sais qu'il existe certaines grilles d'analyse où on score le résultat. Par exemple, on met 30% pour les coûts financiers, 30% pour la réponse technique et autres. Est-ce que, à ton avis, il y a un pourcentage ou quelle est la tendance actuelle de la part HSE dans ce scoring, si tu es au courant, si ça se développe ou pas? Alors, je sais qu'au sein de l'IDET, on est très scoring et autres. Nous, on est, comme chaque projet est unique, on ne fait pas de scoring sur ce genre de choses. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il faut bien intégrer toutes ces parties-là avant. Et souvent, il y a des budgets qui sont coupés. Hein. Donc, les échantillons de collaborateurs, l'ergonomie, ce genre de choses. Et puis derrière, ça fait mal. Donc, c'est clair que voilà, c'est plus effectivement dans ce sens-là. Mais pour moi, chaque projet est unique. Donc, on ne fait pas effectivement de scoring ou de pourcentage. On a tellement de clients variés. On a 500 clients. Donc, c'est tellement varié sur les projets qu'il n'y a pas un client qui se ressemble et pas un projet qui se ressemble non plus. Désolée, je ne pourrais pas t'abreuver de chiffres. Non, mais je saisissais la balle au bon parce qu'on est en train de travailler dessus et nous, on l'a intégré dans la ligne réponse à l'offre, approche technique. Ouais. Donc, on n'a pas mis une ligne à part, on l'a vraiment inclus, non pas dans la RSE ou autre, mais vraiment dans la partie technique. Non, c'est pour avoir un avis. Merci. Après, le focus ergonomie, risques psychosociaux, j'en ai effectivement parlé. D'avoir un architecte, c'est très bien. Mais tous les architectes n'intègrent pas l'ergonomie. Donc, de demander si l'architecte a des ergonomes soit intégrés ou soit externes pour pouvoir les embarquer dans leur projet, c'est extrêmement important. Parce que derrière, les ergonomes, ils vont s'occuper de tout ce qui est luminosité, des flux de circulation, du mobilier, de la bonne conformité du mobilier par rapport aux tâches des personnes. Donc, quand il y a des locaux existants, on va déjà aller observer les métiers au préalable. On va regarder comment ils travaillent, on va voir quelles sont les contraintes, on va interviewer des collaborateurs pour savoir quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent aujourd'hui, pour ne pas les répéter demain, voir avec les achats, effectivement, peut-être pour modifier du mobilier ou adapter certains espaces avec du mobilier assis debout, les différents espaces qu'on peut voir aujourd'hui.
aujourd'hui ou des sièges ergonomiques différents de ceux qu'ils ont ou un certain nombre de choses. L'acoustique, les différents espaces, est-ce qu'on a des bureaux individuels, partagés, des salles de réunion, des salles silence, des salles de sieste. Voilà, donc tout ça, c'est important effectivement de pouvoir avoir des spécialistes pour pouvoir le gérer effectivement en amont et l'intégrer et l'anticiper. Et puis, tous les facteurs de risques psychosociaux. Ça, je le disais tout à l'heure, c'est effectivement extrêmement important. Si les locaux ne sont pas adaptés, je vais essayer de faire de plus en plus de télétravail parce que je n'aurai pas envie de revenir au bureau. Du coup, quand je vais revenir au bureau, je vais être stressée, je vais être tendue. Donc derrière, ça peut être de l'absentéisme, ça peut être effectivement des tensions, ça peut être tout l'effet inverse de ce qu'on recherche quand les collaborateurs viennent au bureau. On veut de la cohésion d'équipe, on veut de l'émulsion, on veut effectivement de la créativité, etc. Et donc, l'objectif, ça sera complètement contre-productif si on n'anticipe pas un certain nombre de choses en amont. Et donc, on peut avoir une montée des risques psychosociaux très importants et des collaborateurs qui s'isolent, qui ne font pas partie du collectif, qui ne s'intègrent pas dans le nouveau projet. Et ça, ce serait effectivement catastrophique. Donc, l'approche systémique par rapport aux espaces, l'organisation et les pratiques managériales, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et souvent, dans les projets d'aménagement, hormis nos ingénieurs sécurité et les ergonomes, on a toujours soit des consultants RH seniors ou soit des psychologues qui font partie du groupe de travail pour évaluer justement et pour anticiper les risques psychosociaux qu'on pourrait rencontrer demain. Et donc, pour accompagner, donc ce qu'on appelle l'accompagnement au changement par rapport aux nouveaux espaces, comment se les approprier, comment travailler avec ces nouveaux espaces, comment m'organiser dans ma journée de travail et mes différentes tâches entre la maison et puis effectivement les bureaux. Parce que c'est pas on va concevoir des nouveaux locaux dans notre coin et puis 1 an et demi après ou 2 ans après pour prévoir le déménagement et faire venir les collaborateurs et leur dire toi tu vas être à tel étage, à tel poste, etc. S'ils n'ont pas travaillé collectivement sur les projets, il va y avoir un rejet. J'ai eu un exemple, des exemples, j'en ai plein, mais je pensais un jour à une DRH qui me dit je ne comprends pas, c'était dans des entrepôts, je leur ai mis une salle de sport à disposition, ils avaient fait carrément un bâtiment avec une salle de sport avec plein d'équipements, etc. Mais elle me dit personne ne l'utilise. Je dis, mais est-ce que vous les avez associés au projet? Est-ce que derrière, vous leur avez demandé quels sont le type de matériel dont ils avaient besoin, envie? Est-ce que vous leur avez demandé s'ils avaient besoin d'un coach, s'ils étaient autonomes parce qu'ils ont l'habitude de faire du sport par ailleurs, etc. Elle me dit non, mais on a fait vraiment quelque chose de bien. Mais en fait, ils n'ont pas été associés au projet. Donc, on leur a installé plus une salle de sport du jour au lendemain, super équipée, mais en fait, elle ne correspondait pas aux besoins des collaborateurs, donc personne n'y allait. Et eux, ils avaient dépensé une fortune. Des locaux, c'est pareil. Si vous découvrez le jour J vos nouveaux locaux et qu'on vous dit, voilà, Agnès va être au 4e étage, à la place 404, ou va être obligée maintenant d'utiliser un planning et puis pour pouvoir réserver son espace de travail, etc. Si elle n'a jamais fonctionné comme ça, eh bien, elle va être réfractaire, effectivement, à utiliser les solutions. Donc, du coup, ça va créer de la frustration, ça va créer des incivilités en interne. Donc, des incivilités internes, il y en a beaucoup aussi, il n'y a pas que des incivilités externes. Hein. Et puis, effectivement, des risques d'isolement, de tension, de stress, etc. Donc, tout ça, c'est à anticiper et d'avoir les bons experts avant dans son groupe projet pour pouvoir éviter tout ce genre de choses. Je vais me permettre justement, je vais compléter ce point ergonomie qui est très intéressant par un exemple que moi j'ai vécu dans le cadre d'un aménagement avec des personnes, vous savez, qui ont parfois besoin d'espace ou de postes de travail spécifiques suite à une demande de médecin du travail. Et c'est vrai que s'il faut vraiment anticiper en amont, surtout quand on passe un espace ouvert, ou bien quand on les intègre au milieu de l'équipe et que c'est du flex, par exemple. Et là, il faut le faire comprendre tant à la personne, ne pas se tromper, que son mobilier arrive en même temps que les autres, et en même temps, le faire comprendre aussi au reste de l'équipe. Et là, c'est vraiment tripartite parce que c'est à la fois notre rôle concrètement sur le terrain, mais en même temps, on ne peut pas agir tout seul. Et donc, c'est vrai que sur la partie ergonomie et RPS, je me suis bien rendu compte de l'importance de travailler en équipe là-dessus, notamment avec la DRH et des spécialistes dans ce domaine pour la partie handicap, tout à fait. Oui, pour la partie handicap, tout à fait. Et même au-delà de l'ergonomie. Non, merci. Et d'ailleurs, on peut demander aux AGFIP de nous accompagner pour faire des aménagements avec des ergonomes de postes spécifiques, avec du mobilier spécifique pour ces personnes-là, pour pouvoir les intégrer effectivement dans les locaux. D'accord.
Merci Marjorie. Je crois que Micro. c'est mon tour, c'est ça? Merci. Alors, on va faire un focus impact environnemental. Sur la slide que vous voyez, il y a 3 points. La partie réglementaire, la partie déchets évacuation et la partie explication et sensibilisation. Nous, en tant que DET, on intervient sur la partie réglementaire, notamment et souvent accompagné sur la partie qualité, la direction qualité et environnement principalement. Et là où on a une force prégnante, c'est qu'on prépare les ERP, on est opérationnel et donc on est avec eux sur l'analyse de risque. Le focus ici, c'est que si vous pouvez, n'oubliez jamais qu'il y a automatiquement une analyse de risque à faire afin de répondre au code de l'environnement, c'est une obligation légale, aux normes qui peuvent s'appliquer, même si elles ne sont pas obligatoires, et surtout en interne, si vous souhaitez ou si vous avez déjà une appétence à passer l'ISO 14001. Il faut véritablement se concentrer là-dessus au niveau HSE dans vos projets. Exemple concret, c'est se projeter sur est-ce qu'on a toutes les autorisations administratives, est-ce qu'on a bien le plan d'évacuation des eaux usées, c'est tout bête, voilà, où part notre eau de pluie. Et là, c'est l'analyse de risque qui va avec. Comment on gère les accidents de parking, je parle de la fuite d'huile, voilà. Donc, tous ces sujets-là, normalement, il y a des spécialistes pour accompagner là-dessus, HSE ou bien qualité et environnement, et ça permet soit de répondre à la partie légale, qui est le minimum, normal, et la partie normée, principalement ISO 14001. Sur la partie environnementale, pour le deuxième point, la partie déchets, évacuation, eau usée, eau pluviale, on parle aussi des DOE. Là, l'intérêt, c'est de voir aussi à qui appartient l'entretien du bâtiment sur ces niveaux-là. Il y a des obligations au niveau du bail, mais c'est à nous de le faire en tant que DET, en tant que locataire, et c'est au bailleur de le faire. Ça impacte le coût. Un exemple concret qui va préciser l'intérêt de s'intéresser à ce sujet, c'est que quand vous avez un incendie et que les pompiers arrosent, il y a bien une évacuation d'eau. Il faut le savoir où ça va. Il faut prouver des fois aussi que cette évacuation d'eau, avec tous les déchets incendies qui vont avec, est traitée dans le cadre de ce qui est prévu lors du bâtiment. C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas polluer les nappes à côté ou autre. Il vaut mieux le savoir en amont. Ça prend un peu de temps, mais si ça devait arriver, ça rassure tout le monde, ça donne une bonne image et l'assurance est contente. Et ça amène un dernier point. Tout à l'heure, on parlait de travailler en amont. À mon sens, il y a des spécialistes en interne, il y a des consultants externes qui nous accompagnent, mais n'oubliez pas non plus les assureurs qui ont une véritable politique aussi HSE, et notamment au niveau sécurité et environnement. À titre d'exemple, quand vous avez des projets d'importance, sollicitez votre courtier ou votre assureur pour faire des visites de site avec vous, même pendant les travaux, pour qu'ils puissent se projeter par rapport au plan. Ils ont souvent des ingénieurs et c'est intéressant d'avoir leur avis. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer, mais ça veut dire aussi attention à la facture assurance à la fin ou pas. Et enfin, l'animation des groupes de travail, explication et sensibilisation, c'est très concret là. Là, le sujet le plus marquant pour nous tous, c'est le tri des déchets. Je veux dire, animer des groupes de travail, expliquer et sensibiliser, on le fait tous les jours pour le tri du déchet. Et ça joue sur quoi? En amont, un déchet qui est bien identifié, où on sait où le mettre, il suit son cours, l'impact environnemental est nul ou quasi nul, il n'y a pas de problème. Vis-à-vis de la réglementation et vis-à-vis du fournisseur avec qui vous travaillez, le prestataire propreté, ou bien, pour certains aussi, le prestataire déchets. Souvent, les déchets sont traités par la mairie, par les services de la mairie où vous êtes, mais parfois, quand vous avez une zone de production, ça peut être une entreprise privée et qui vous refacture derrière si c'est mal trié. Le tri et les déchets, c'est l'exemple le plus concret sur l'animation de groupe. Ça intéresse tout le monde. Tout le monde a son avis dessus. C'est une bonne pratique environnementale où il y a la partie amont avec le visuel, lors de l'aménagement, lors de la conception visuelle des locaux. Vous y travaillez pour que ce soit clair. Et la partie exploitation, où là, est-ce que ça s'applique bien et il y a un impact financier qui peut avoir lieu. Ce qu'il faut retenir de ces 3 points, c'est que si on travaille bien en amont avec les assurances, après, on peut faire des réductions ou limiter le surcoût au niveau des primes. Contractuellement, ça permet de voir qui est responsable de l'entretien, de la maintenance et en cas de sinistre, comment on gère ça vis-à-vis du bailleur. C'est clair dès le départ. Et enfin, en interne, ça fait partie aussi de la démarche HSE et de l'image environnementale que vous voulez donner à votre site. Il est rigoureux, il y a un traitement des déchets. Et il y a même un traitement des déchets pour nos prestataires.
ceux qui ont fait la construction, ceux qui ont fait les travaux. L'impact environnemental, il ne faut pas l'oublier dans la partie HSE. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien, qui va aborder le sujet liste des documents. Alors, merci Julien. Je vais revenir un petit peu du coup sur des sujets qui ont pu être évoqués par Marjorie et Julien là précédemment, sur les focus des listes des documents. Alors, une liste qui n'est non exhaustive, où aujourd'hui, il y a plusieurs documents qui sont prépondérants pour répondre aux biens HSE et aux attentes dans le cadre des projets, mais également des exploitations des sites. Le cadre de projet vient en phase amont, mais vient in fine la phase exploitation, où on va pouvoir, dans les prémices, déjà faire une analyse des risques, l'analyse des risques qui va nous permettre d'identifier tout ce qui va être les dangers potentiels liés au projet et à l'exploitation future de l'établissement, pour lequel on va revenir sur des sujets qui ont été évoqués, la pollution, et Julien le faisait très bien sur l'impact de l'eau qui est usagée par l'intervention des secours extérieurs. On va parler également de tout ce qui va être lié au bruit, à l'inondation, à la présence d'amiante potentiel dans un projet de réhabilitation d'un bâtiment. Donc, c'est important à pouvoir identifier tous ces potentiels dangers, ce qui va nous permettre derrière de définir les mesures nécessaires pendant cette phase amont, où on aura une multitude d'intervenants et pouvoir mettre en place toutes les mesures. Ensuite, on va parler également du PCA. Le PCA, le plan de continuité d'activité. Le plan de continuité d'activité est un document qui est stratégique. Il est nécessaire pour maintenir et garantir une continuité d'activité des services qui sont essentiels en cas d'incident majeur, que ce soit dans le cadre de vos projets, mais aussi dans l'exploitation de votre bâtiment. Derrière, ce document il est adapté aux risques spécifiques que l'on peut rencontrer dans le cadre de notre projet, qui nous expose, et il intègre les mesures que l'on pourra mettre en place et qui sont spécifiques aux vulnérabilités que l'on aura identifiées. On pense notamment à quelques exemples qu'on a en tête et qu'on a pu vivre dernièrement. Je pense à la pandémie du Covid, qui a encore pas si longtemps a mis à mal énormément de sociétés et de groupes. Je pense à la possibilité d'un incendie, que ce soit dans le cadre d'un projet, mais que ce soit dans le cadre de l'exploitation d'un bâtiment, et tout ce qui peut être une défaillance technique de certaines installations nécessaires au bon fonctionnement de notre établissement ou au bon fonctionnement de la réalisation des projets. On a également tout ce qui va être lié aux outils qui vont nous permettre de gérer le quotidien. Quand on parle du quotidien, on va parler de la mise en place d'une main courante. Dans la main courante, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver toutes les informations que l'on va consigner ayant un impact sur la partie HSE. Je pense notamment à tout ce qui va être lié aux incendies, aux presque accidents, aux événements que l'on va identifier dans le cadre de notre projet et également dans le cadre de notre exploitation, qui peut être lié à de la pollution ou à un risque mineur, sans conséquences graves. On a également tout ce qui va être lié au relevé des déchets, donc le registre, la mise en place d'un registre de suivi qui permet de tracer toutes les étapes de la gestion des déchets, qu'elles soient de leur production jusqu'à leur élimination finale, comment on va les traiter, comment on va conserver cette donnée également, parce que c'est important de parler de cette conservation de données, on parle de la RGPD, etc. La RGPD est importante à prendre en considération, mais on l'évoquera un petit peu plus loin, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et voilà, ce registre des déchets va permettre également de notifier, de quantifier le volume et le traitement jusqu'à un recyclage, une incinération ou autre. On parle également d'informations qui sont importantes dans tout ça. On a tout ce qui va être lié à déclaration en préfecture. Et je pense notamment à tout ce qui va être établissement public, ERP, ICPE. L'ICPE qui est une installation classée pour la protection de l'environnement, pour rappel, et qui est nécessaire pour certains nombres de documents relatifs à annexer en fait à ces déclarations. On parle également de tout ce qui est lié à la CNIL. Quand on parle de la CNIL, je reviens sur la règle de la RGPD, la désignation de déléguer une personne dédiée en fait à la protection des données. C'est important, c'est fondamental.
d'identifier cette personne qui va suivre et faire appliquer ces règles de RGPD. On a également tout ce qui va être les documents obligatoires. Donc, on a évoqué tout à l'heure le DURP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui vont intégrer une analyse des risques et qui vont identifier les mesures à mettre en place pour éviter les accidents si on ne peut pas les supprimer. On a également le règlement intérieur. Alors, le règlement intérieur, il est rédigé par l'employeur. Ça permet de fixer les règles qui sont applicables aux salariés dans les différents domaines, que ce soit la santé, la sécurité, mais également la discipline que l'on doit suivre au sein de l'établissement. Après, on a des documents qui ne sont pas obligatoires. On va parler, par exemple, du règlement de parking. Si on a aujourd'hui un projet, un établissement avec la présence d'un parking, il y a toutes les règles. La règle d'accessibilité au parking, la limitation de vitesse, le code de la route qui va se mettre en place dans le règlement du parking. Et je pense également aujourd'hui aux véhicules électriques que l'on rencontre partout, mais également les véhicules GPL qui sont potentiellement un risque. Et c'est important de pouvoir les identifier, ces risques, et de les ajouter dans un règlement spécifique au parking. Ensuite, on a aussi tout ce qui est lié à la présence des partenaires, les partenaires qui vont faire la réalisation de ce projet, une réussite pour tous, bien évidemment dans un premier temps, mais il va falloir les encadrer. Et pour les encadrer, il va falloir aussi les accompagner. Tout le monde n'a pas nécessairement la présence de personnel, de personnes HSE, QHSE, QSE au sein de leurs établissements. Et c'est important de pouvoir leur inculquer cette règle. Il faut être pragmatique, il faut se rappeler aussi qu'il y a un risque qui est pour l'entreprise utilisatrice et pour l'entreprise extérieure. L'entreprise utilisatrice est aussi impactée que l'entreprise extérieure et c'est pour ça qu'on met en place des plans de prévention qui vont nous permettre, un petit peu comme le document unique d'évaluation des risques professionnels, d'intégrer une analyse des risques, de les identifier, de faire une inspection commune préalable. Donc, on va faire le tour de l'établissement projet ou de l'établissement existant pour identifier tous ces risques et puis mettre en place toutes les mesures adaptées pour éviter tout potentiel risque d'accident. On a également le PPSPS. Le PPSPS, c'est important, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, pour rappel, qui lui est mis en place et sous l'impulsion d'un coordinateur de santé, prévention et sécurité, qui lui va coordonner ça et qui est un petit peu le même document qui a un plan de prévention, mais voilà, coordonné directement par un coordinateur SPS. On va parler notamment de tout ce qui va être plan de chargement et déchargement. Le plan de chargement et déchargement qui vient également en complément des plans de prévention et des PPSPS et qui vont indiquer le protocole de tout ce qui va être livraison ou reprise de matériel, les mesures que l'on met en place, le type de véhicule qui va intervenir. Est-ce que je suis équipé de haillons? Est-ce que je vais utiliser un chariot élévateur, etc. Et tout ça va être consigné dans ce plan pour pouvoir identifier également les mesures et pallier potentiellement à tout risque. On est d'accord que ces documents-là peuvent être demandés et réclamés surtout par la justice ou toute autorité en cas d'accident du travail, par exemple. Bien évidemment, tous ces documents vont vous permettre de tracer toute la partie HSE, santé, sécurité, que l'on a mis en place, que l'on a expliqué, on a accompagné, on a effectué des démarches préventives auprès de l'ensemble des parties prenantes et qui va, entre guillemets, nous permettre de démontrer à tout recours extérieur que l'on a mis en place les mesures nécessaires. On va parler également de tout ce qui est normes et obligations. Alors, quand je parle de normes et d'obligations, je pense à tout ce qui va être code du travail, l'accessibilité. Quand on va parler d'accessibilité, je vais parler notamment tout ce qui va être lié pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, l'accessibilité au sein des établissements, elle est importante à prendre en considération. Nécessairement, je vais mettre en place un registre d'accessibilité. Qui dit registre d'accessibilité pour ces personnes-là va
potentiellement faire rappeler aussi qu'il y a des personnes qui vont être dédiées à leur accompagnement. Donc, il dit un accompagnement qui peut être fait par des personnes identifiées, personnel d'accueil, personnel de sécurité et d'autres personnes vont avoir une formation spécifique et va être indiquée dans ce registre. On parle également de tout ce qui est risque incendie. Alors, le risque incendie, on va avoir une multitude de documents qui va nous permettre également de répondre à tout ça. Je pense notamment aux dispositions générales, aux dispositions particulières pour les établissements ERP, en IGH, les normes françaises de sécurité, les règles APSAD. Voilà, une multitude de normes et d'obligations qui nous permettent de répondre aux exigences dans le cadre des projets. Alors, on va avoir des experts qui vont être amenés à intervenir, à accompagner dans le cadre de ces normes et de ces obligations. On parlait tout à l'heure du code de l'environnement, qui est également à prendre en considération dans le cadre de nos projets ou dans l'exploitation des bâtiments pour répondre aux exigences des ISO 14001 notamment. On peut évoquer aussi tout ce qui va être lié au code de la construction et de l'habitation. Je suis en réhabilitation, je suis dans le projet d'un nouvel établissement, j'ai l'obligation d'une remise en conformité de la réglementation à date et je dois mettre en place toutes les dispositions qui sont applicables, qui ne l'étaient pas sur mon précédent établissement. Donc, c'est important de prendre en considération tout ça pour pouvoir respecter, dans le cadre de mon projet ou de ma réhabilitation, toutes ces nouvelles exigences et règles. On va parler également de tout ce qui est lié à la sécurité pendant les travaux et à l'aménagement. Je pense notamment à tout ce qui est mis en place d'équipements comme les extincteurs. Il faut que les extincteurs ils soient en nombre suffisant. Il faut également qu'ils soient adaptés aux risques. Il faut qu'ils soient révisés tous les ans avec des vérifications obligatoires et réglementaires. Tout ça va être intégré dans un registre de sécurité et suivi quotidiennement. Remplacer les extincteurs qui sont défectueux, qui ne répondent plus à la norme, etc. On peut également penser à tout ce qui est consigne de sécurité, qui vise à informer le personnel sur le comportement adopté en cas de danger. On peut prévenir, comment pouvoir prévenir, comment pouvoir regrouper les personnes en cas d'évacuation. Voilà, toutes ces choses-là qui vont être consignées dans ces consignes, qui vont être affichées tout au long de la périodicité des travaux, de l'aménagement et de l'exploitation. Ces consignes sont menées à vivre, donc elles sont mises à jour régulièrement par rapport à l'évolution que vous avez au sein de vos établissements et de votre projet. On pense également à tout ce qui va être les moyens d'alerte. Alors, les moyens d'alerte, on peut les avoir depuis un système de sécurité incendie avec un déclencheur manuel. Je pense également aux interphones que l'on peut retrouver dans les espaces d'attente sécurisés, que l'on peut retrouver sur les paliers ascenseurs, etc., qui nous permettent de communiquer directement avec un service de sécurité si vous en avez un lors de votre projet, mais également lors de l'exploitation, ou alors des systèmes d'alerte différents, moyens de communication comme le téléphone, des émetteurs-récepteurs ou autres. Ce qui est aussi intéressant dans le cadre du suivi de la sécurité pendant les travaux et l'aménagement, c'est la mise en place de quarts d'heure de sécurité pour rappeler les différentes règles. On évoquait juste avant tout ce qui était lié à l'évaluation des risques, à l'accompagnement des différents intervenants et des différents partenaires, et c'est important et nécessaire de leur rappeler les règles de sécurité durant la phase travaux et la phase aménagement, où on va rappeler le port des EPI, le balisage, le respect des coactivités. Tous les intervenants que nous allons avoir quotidiennement durant cette phase projet n'ont pas connaissance de l'activité ou n'ont pas une réelle compétence et capacité à comprendre l'intervention de l'entreprise tierce qui travaille juste à côté, et ce risque de coactivité doit être rappelé. Et ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est maintien de la sécurité. Alors, le maintien de la sécurité, on va parler notamment de tout ce qui va être les maintenances, les vérifications réglementaires. On évoquait tout à l'heure le registre de sécurité. Ce registre de sécurité va nous permettre vraiment de suivre au quotidien tout ce qui va être l'exploitation de nos équipements.
On va retrouver également tout ce qui va être lié à la formation du personnel. On va retrouver toutes les consignes de sécurité, les plans également de notre projet qui est amené à vivre et qui passera en exploitation, sur lequel il faudra faire une mise à jour, une actualisation, un descriptif de l'établissement. Est-ce que je suis en code du travail? Est-ce que je suis en ERP? Est-ce que je suis en ICPE? Et toutes ces choses sont importantes et nécessaires et pourra être également demandées en cas d'incident, d'événement, de sinistre au sein de vos établissements pour s'assurer de la conformité et du suivi réglementaire. Il y a également tout ce qui est partie signalétique. Alors, quand on parle de signalétique, on va parler, alors je pense, Marjorie en faisait état tout à l'heure, des BAES, des blocs d'éclairage de sécurité. Donc, ce sont des signalétiques qui permettent l'évacuation du personnel, que ce soit en phase travaux, mais en phase exploitation. On peut penser également à tout ce qui est risque électrique, l'affichage sur les tableaux électriques, que ce soit de la basse tension, de la haute tension. Également, le rappel des ports de pays selon les zones de travaux qui peuvent prétendre à avoir des exigences et des contraintes de certains ports de pays. Et puis également tout ce qui va être affichage réglementaire dans la signalétique, les interdictions de fumée, de vapoter, etc. Je pense que j'ai fait un large tour des différents documents, des besoins en termes de sécurité pendant votre exploitation, mais surtout pendant votre projet. Et je vais laisser la main à Manon. Merci Sébastien. Donc, je vais faire un petit point rapide sur les facteurs clés de succès. On a déjà abordé certains sujets. On retrouve évidemment le sponsoring de la direction. On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vraiment important de mettre l'accent sur le fait que c'est un réel rôle dans le projet et ça aura un impact important sur l'application de toutes les règles et politiques HSE dans le projet immobilier. Donc, ce n'est pas seulement un nom sur le dossier de présentation du projet, le sponsor. Il a vraiment un rôle durant les 5 phases qu'on vous a présentées en début de webinaire. Si on prend la partie effectivement coordination projet avec les filières expertes, c'est vrai qu'on remarque que le HSE a un rôle vraiment de plus en plus important. Il n'est pas seulement appelé pour une question ou une autre à certains points très spécifiques. C'est vraiment important de l'intégrer. On retrouve aussi donc du début à la fin sur les 5 phases. Et surtout, ça permet aussi d'anticiper et donc de mettre en place un planning réaliste. Parce qu'au final, si on a un planning qui est trop serré, on va prendre des risques à vouloir aller vite. En général, on va mettre un peu de côté tous ces sujets HSE. Ça peut être le cas, surtout quand on a des équipes qui ne sont pas forcément formées. Et donc, on va peut-être pas faire d'évaluation de coactivité sérieuse. Tout ça pour rentrer dans un planning. Donc, le fait d'intégrer la partie HSE dès le début et toutes ces filières expertes, en fait, va permettre d'avoir un planning beaucoup plus réaliste et d'éviter justement de prendre des risques, que ce soit côté sécuritaire ou environnement. Évidemment, on retrouve l'implication de la DRH et des IRP qui est essentielle pour le projet en général, mais aussi pour l'application de toutes ces règles HSE. Une communication continue. Effectivement, le HSE, au final, c'est plus un CDD du projet, c'est un CDI, si je puis dire. Il est essentiel et donc la communication, elle va se faire à la fois avec la direction, le sponsor, pour qu'ils comprennent bien les enjeux, mais aussi auprès des salariés dans l'application de la politique QVT, RSE et des prestataires qui interviennent sur le site. Donc, pour la partie coordination des prestataires, on retrouve le mode opératoire qu'on demande généralement en amont, en phase d'appel d'offres, qui va aider aussi pour le plan de prévention. Et donc, le mot d'ordre de tout ça, ça va être l'anticipation, ce qui nous permettra de ne pas perdre de temps à la fin au final. Donc voilà, tous ces facteurs que je vous ai regroupés ici sont vraiment importants pour justement intégrer
la politique HSE et réussir à la fin le projet immobilier. Je vais passer donc à la slide de récap juste après, donc la checklist des actions. Pour vous récapituler la checklist opérationnelle donc à remettre, on a besoin d'avoir des acteurs qui sont identifiés, d'avoir une analyse des besoins HSE qui est faite en amont et puis qui est mise à jour au fur et à mesure des projets, parce qu'on sait tous qu'un projet se déroule pas forcément toujours comme on l'avait prévu au départ, d'avoir des objectifs intégrés au projet qui soient clairs, et donc des outils HSE qui sont mobilisés à la fois par les équipes expertes et les équipes qui interviennent sur les différentes étapes du projet, donc qui soient vraiment au courant de tous ces objectifs et de comment utiliser ces outils. Bien entendu, on retrouve le suivi, les évaluations qui doivent être prévues et anticipées. La mise à jour des documents obligatoires dans le délai raisonnable, donc tous les documents dont Sébastien vous a parlé. Je vais repasser la parole à Julien pour conclure. Alors déjà, merci Manon pour cette synthèse, surtout les éléments forts à retenir de ce webinaire. Merci également à Sébastien Marjorie. Mais avant de conclure, moi, je voudrais surtout avoir l'avis et la vision de chacun. Est-ce que toi, Manon, en 2-3 mots, tu peux préciser ta vision sur la politique HSE dans un projet immobilier, suivi de Marjorie puis Sébastien? Oui, alors rapidement, moi ce que je retiens, c'est que on a la phase de cadrage qui est effectivement très importante, mais aussi évidemment tout le déroulé du projet, mais l'après, parce que parfois l'après en HSE, on ne se rend pas forcément trop compte de l'impact qu'il peut avoir, la mauvaise prise en main du mobilier, des nouveaux logiciels. Donc on pense toujours à la sécurité, mais on a aussi un fort impact social et donc un impact de santé qui peut être important. Voilà, rapidement, mon avis sur la question. Merci. Marjorie? Donc effectivement, la presse est important, mais et en amont, il faut effectivement prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. C'est pas le projet d'une personne, c'est le projet d'une entreprise. Il faut vraiment embarquer l'ensemble des parties prenantes, la direction, les différentes directions, les élus, les managers, les collaborateurs, embarquer tout le monde à son niveau, et puis que tout le monde apporte sa patte. Donc à l'édifice pour que ce soit un projet collectif et réussi au final. Merci. Sébastien? Alors effectivement, je rejoins Manon et Marjorie. En fait, l'intégration, pour moi, l'intégration de la partie HSE dans les prémices d'un projet immobilier va nous permettre d'identifier en fait et de prendre des mesures en termes de santé, de sécurité, de protection de l'environnement pour prévenir de ces risques. Moi, de ma fenêtre, la démarche HSE aujourd'hui, c'est une partie intégrante dans l'organisation d'une entreprise, d'un groupe. Et ce n'est pas que l'affaire, pour moi, d'un représentant HSE, QSE, QHSE dans une entreprise, mais c'est l'affaire de tous. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui. On est tous moteurs de la HSE au sein de nos entreprises. Merci. Donc, intégrer la HSE dans les projets immobiliers, c'est l'intégrer pour la continuité en santé, l'intégrer pour une réussite collective et l'intégrer pour que chacun soit moteur. Pour ma part, moi, ce que je retiens, c'est l'importance à la fois de la documentation et de la communication et de cette continuité du projet jusqu'à l'exploitation et plus loin. Pour qu'on soit clair, la HSE est désormais incontournable dans l'analyse des risques. La HSE, par contre, fera la différence tant sur le projet pour sa réussite que pour sa viabilité dans l'exploitation de l'immeuble, dans l'immeuble ou du projet immobilier que vous aurez à faire. La HSE est là pour vous accompagner. Et maintenant, la question qui est, c'est à quel niveau la HSE aura sa place dans les projets immobiliers, plus ou moins forte selon la culture, selon le métier, et sur le long terme. Je voulais remercier chacun pour sa participation. Je veux remercier également toutes les personnes qui sont inscrites et qui ont été présentes à ce webinaire, à l'équipe communication de l'ID. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain événement ID, qui est Workplace à Cannes en 2025 par remise des trophées. Et pour notre part, au club ID HSE, ce sera en 2026. Je ne vous donne pas la date, on vous en fera la surprise. Mais surtout, ce qu'on souhaite, c'est être encore
plus avec vous. Et si vous avez des questions et surtout des sujets qui vous portent, qui vous intéressent, qu'ils soient concrets ou sur un mode projet ou autre, n'hésitez pas à nous en faire part. Soit par le chat que vous avez là, soit en envoyant un mail à chacun des intervenants que vous pouvez connaître, ou bien auprès de l'ID à communication@id.fr. Je remercie chacun, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à 2026. Merci. Merci Julien. Merci à tous. Merci à tous.